Salut et bienvenue dans l'Hebdo BD, la page blanche de Boulet et Pénélope Bagieux. Une jeune femme vient de perdre la mémoire, paf, d'un coup comme ça sur un banc, et elle va essayer de retrouver les indices de sa vie passée. Le lecteur est entraîné dans un parcours en forme de polar intime. Le lecteur sent l'inquiétude, mais aussi l'excitation de la situation. Qui suis-je vraiment ? D'ailleurs, cette femme recherche une femme, celle qu'elle est ou qu'elle devait être. Le je et le elle se confrontent. Elle ne fait pas une enquête sur le je, elle fait une enquête sur le elle. C'est-à-dire que quand elle parle d'elle-même au passé, elle en parle en employant la troisième personne du singulier. Elle ne dit pas « où étais-je », elle dit « que faisait-elle ici ?» Et elle retrouve sa brosse à dents à un moment et n'arrive pas à se résoudre à l'utiliser parce que c'est la brosse à dents de quelqu'un d'autre. Et il y a comme ça des petits détails placés dans l'album qui montrent que finalement, sans même s'en rendre compte, elle a quelque part déjà tourné une page. Je donnais à Pénélope le scénario au fur et à mesure. Et donc oui, elle voulait ça, elle voulait qu'il y ait ce côté, être dans le même état de naïveté et d'incompréhension de l'héroïne par rapport à ce qui lui arrive. Elle se réveille, elle a une piqûre dans le cou et elle va échafauder plein de théories sur cette piqûre. Est-ce que c'est un enlèvement extraterrestre ? Est-ce que c'est des services secrets qui m'ont drogué ? Et la piqûre de moustique, ça va être limite la théorie qui va lui paraître le moins crédible. Alors que, effectivement, si du jour au lendemain vous perdiez la mémoire, vous trouveriez forcément sur vous quelque part un bleu, une blessure qui reste de l'avant. Parce qu'on n'arrive jamais complètement vierge et intact. À un certain stade de notre vie, on a toujours un petit bobo quelque part. Il y a ce côté où elle imagine le fantastique et à chaque fois, au contraire, du coup, quand les pistes fantastiques s'avèrent être des fausses pistes et qu'on retombe sur le réel, on a un réel qui du coup est beaucoup plus froid et beaucoup plus justement réel, concret que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et en revanche, l'histoire est quand même un peu fantastique parce que ce type d'amnésie n'existe pas. C'est une amnésie de film. Justement, elle a eu une amnésie de série B qui normalement n'arrive pas dans la vraie vie. Donc il y a cet élément qui est vaguement fantastique. Le thème de l'amnésie est un thème qui a été beaucoup exploité au cinéma, dans la littérature, dans la BD. Et voilà, il y a des héros comme Jason Bourne ou 13 qui sont pareil des héros amnésiques. Et j'avais envie de prendre un peu aussi un contre-pied de ça. Et j'avais envie, je pense aussi que c'était un moyen de laisser plus de pouvoir à Pénélope dans le dessin. C'est-à-dire que je pense que c'était un personnage qu'il allait falloir lâcher un moment, que j'allais devoir confier à un dessinateur qui ne m'appartiendrait plus. Et je voulais que ce soit un personnage avec lequel Pénélope, elle aussi, soit à l'aise. Je ne dirais pas qu'elle reconstruit sa vie grâce au téléphone, c'est plutôt qu'elle s'en sert, comme indice. Elle s'en sert, c'est un des éléments qu'elle arrive et qu'elle récupère de son ancienne vie et qu'elle va analyser, mais ça reste un objet comme un autre. C'est-à-dire au même titre que ses livres, que ses films, que ses meubles qui ne disent rien sur elle, son téléphone lui donne des indications très objectives. Elle arrive à récupérer le nom de certains de ses amis, de son employeur, elle arrive à récupérer le digicode de sa porte. Et ça n'en dit pas plus. Après, ça reste un objet. C'est aussi un bouquin qui parle beaucoup de solitude, en fait. C'est-à-dire ce personnage qui était très seul avant et dont on devine qu'elle a compensé en accumulant énormément, en essayant de se fondre dans la masse, en essayant de lire les livres que tout le monde lisait. Il y avait une sorte de démarche d'intégration plus que de curiosité. Et finalement, cette amnésie va la ramener à une démarche de curiosité par rapport à elle et pas un désir d'intégration. En même temps, on a voulu rester dans le ton de la comédie, c'est-à-dire que c'est clairement pas un drame psychologique non plus. On a voulu rester dans un ton un peu léger, on a voulu rester dans quelque chose d'un peu chaleureux. Et puis il y a ce personnage qui reste quand même drôle, c'est-à-dire qu'il va partir dans un imaginaire débridé. Et le dessin de Pénélope, pour ça, s'y prêtait très bien. C'est-à-dire que Pénélope et moi, on va partager comme ça un amour d'une certaine véracité, des détails. Et moi, avec mon goût de partir dans l'imaginaire, et Pénélope, sa représentation parisienne, toujours très précise, très élégante. Je trouvais que ça faisait un joli mariage, quoi. Mais quand je recevais les premières planches de Pénélope, c'était pas les choix que j'avais fait moi. Mais il y a un moment où très vite on réalise qu'on doit laisser la place au dessinateur pour faire quelque chose d'intéressant. On peut brider son dessinateur et le persécuter jusqu'à ce qu'il fasse exactement ce qu'on avait pensé, mais on aura un bouquin moins intéressant parce qu'il ne portera pas la patte du dessinateur. Là, moi très vite, je me suis fait une raison, j'ai un peu grincé dedans au début et j'ai dit à Pénélope, fais ce que tu veux, enfin vraiment le dessin je te le laisse.
Et au bout de quelques pages, j'étais ravi de l'avoir fait parce que je trouvais ça beaucoup mieux que ce que j'aurais pu imaginer moi. Petit cadeau venant tout droit du festival d'Angoulême. François Bouc, le dessinateur de la série Le Bouncer chez les Humano et du Janitor chez Dargaud, offrait, en plus de ses dédicaces, une planche à numéros signés grâce à laquelle ses lecteurs pouvaient eux aussi s'exercer à dessiner à la façon de Bouc. Nous avons été jusqu'au bout du système en demandant à François Bouc de dessiner du François Bouc. Après, ici, tu as le truc ici. Les oreilles sont ici. Je te fais pas dans la suite logique des nombres, hein, mais... Voilà. Donc là, il n'y avait pas les cheveux, hein, mais en principe, là, il y a les cheveux. Là, les hachures, c'est gratos, c'est en plus. Voilà. Et alors ici, donc ça vient. Je crois qu'il doit y avoir les. Ça, c'est en plus aussi. Il y a 1500 numéros. Hein? Il y a 1500 numéros. Ah oui, bien sûr. Voilà, ça fait ça. Camille Claudel par Éric Liberge et Vincent Gravé chez Glénat. C'est Paul Claudel qui ici raconte sa sœur, cet artiste tout en dévotion à sa discipline, la sculpture. Beaucoup disent qu'elle avait plus de génie que Rodin. Camille, à la fois féministe et soumise à ce grand homme qui, tel un ogre, lui a arraché le cœur et la lucidité. 70 pages nous entraînent dans l'élan créatif, retranscrit avec un trait qui s'affirme tel un modelage. C'est un album riche et très beau qui nous est proposé ici, avec une piste étonnante. Paul Claudel était-il amoureux de sa sœur et l'a-t-il abandonné jaloux qu'il était de ce Rodin ?